Un grand PDG de la tech publie soudainement un manifeste vibrant pour, je cite, démocratiser l'intelligence artificielle pour l'humanité entière. Ouais. C'est beau, c'est très noble, mais le jour même, dans l'ombre, son entreprise supprime discrètement la seule clause légale qui empêche une méga-corporation de posséder une super-intelligence. Et tout ça dans un seul but, en fait. Rassurer Wall Street pour préparer une introduction en bourse. Exactement. Bienvenue dans la réalité brutale du 28 avril 2026. Pour notre exploration en profondeur aujourd'hui, on va faire l'autopsie de cette journée bien précise. C'est vraiment une journée charnière. C'est le moment où le grand récit, tu sais, la grande décentralisation que nous vend la Silicon Valley, ce récit s'écrase contre le mur implacable des réalités financières. Ouais, la réalité de l'ancienne garde qui s'accroche. C'est ça, on a épluché une vraie montagne de données pour notre dossier du jour, des rapports financiers, des mémos internes divulgués, des contrats gouvernementaux et même des lois fédérales sur l'automobile. Et la mission pour nous, elle est claire. Il s'agit de comprendre comment une facture de serveur colossale force une entreprise comme OpenAI à changer complètement de visage. Pendant que les géants historiques, eux, s'accrochent à leur marge de profit par tous les moyens. Le tout, évidemment, bien caché derrière de grands discours philosophiques. Donc, commençons par les chiffres. Parce que, bon, la philosophie s'arrête souvent là où la comptabilité commence. Pas vrai, Evelyne? Absolument. Et les chiffres sont violents. OpenAI vient de rater son objectif d'1 milliard d'utilisateurs actifs hebdomadaires. Et rater cet objectif, ça déclenche un véritable séisme en interne. Ouais. La directrice financière, Sarah Frayer, elle a alerté le conseil d'administration. En gros, les revenus actuels ne couvrent tout simplement plus l'explosion des coûts de calcul. Ben oui, parce que Sam Altman a fait ce pari fou, un pari macroéconomique de 600 milliards de dollars sur les infrastructures de centres de données. Exactement. Il était convaincu que la puissance de calcul allait devenir une denrée rare, sauf que brûler 600 milliards sans avoir la base d'utilisateurs pour rentabiliser derrière, C'est un gouffre. c'est une vulnérabilité immense. Et le problème, c'est que la concurrence ne stagne pas. Anthropic vient littéralement de dépasser OpenAI sur le marché secondaire. Attends, sur Forge Global, c'est bien ça, hein? Ouais, les données de Forge Global sont sans appel. Pour ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas, Forge Global, c'est la plateforme qui permet aux employés et aux premiers investisseurs de revendre leurs actions privées avant une entrée en bourse. Et donc, que disent les chiffres? L'effervescence sur ces transactions secondaires valorise aujourd'hui Anthropic à environ 1000 milliards de dollars, Waouh! contre 880 milliards pour OpenAI. Les modèles prédictifs estiment même qu'Anthropic a 74% de chances de réussir son introduction en bourse, son IPO, avant OpenAI. Mais attends, je veux dire, comment le marché peut-il calculer une probabilité aussi précise, genre 74% pour une IPO? Il se base sur quoi au juste? Principalement sur la structure de gouvernance. Tu vois, les investisseurs institutionnels regardent Anthropic et ils voient une structure d'entreprise classique. C'est propre, c'est prévisible. Contrairement à OpenAI. Exactement. Quand ils regardent OpenAI, ils voient cet enchevêtrement juridique hyper complexe qui vient de leur statut initial d'organisation à but non lucratif. Géré par un conseil d'administration qui, on va le dire, a déjà prouvé son instabilité par le passé. C'est le moins qu'on puisse dire. Et sur Wall Street, l'opacité structurelle, ça fait fuir. L'argent fuit toujours vers la clarté. Ce qui explique ce timing hallucinant aujourd'hui. Ce matin, la sélection du jury a débuté pour le procès d'Elon Musk contre OpenAI. L'accusation est frontale, ils auraient abandonné leur mission humanitaire pour le profit. Ouais. Et c'est précisément aujourd'hui que Sam Altman sort ce manifeste soudain appelant à la démocratisation de l'IA. Franchement, ça ne ressemble pas à la diversion d'un magicien, ça. Ah bah, le timing est un bouclier médiatique et juridique évident. Le texte parle d'autonomisation, de résilience face au monopole. C'est très lyrique. On attire notre attention sur de nobles idéaux, mais en coulisses, En coulisses, on nettoie le contrat avec Microsoft. La vraie info du jour, c'est la fin de l'exclusivité. OpenAI s'ouvre à Amazon Bedrock et Microsoft arrête de payer une part des revenus. mais le détail le plus cynique de toute cette histoire, c'est qu'ils font disparaître la clause sur l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Et cette suppression, c'est vraiment la clé de voûte de leur nouvelle stratégie financière. Parce que, rappelons-le, l'ancien contrat disait que si OpenAI réussissait à créer une AGI, donc une machine égale au cerveau humain sur les tâches économiques, les droits de Microsoft étaient révoqués sur le champ. L'idée fondatrice, c'était qu'aucune entreprise ne devait posséder un tel pouvoir. Mais garder cette clause dans un contrat, je veux dire, c'est comme vendre à quelqu'un une voiture, y installer un bouton d'autodestruction sur le tableau de bord et dire qu'un panel de philosophes aléatoires pourrait appuyer dessus un matin. C'est la métaphore parfaite, hein? C'est totalement invendable à des banquiers d'affaires en vue d'une IPO.
complètement invendable. C'est un risque incalculable pour le marché. En supprimant ça, il rassure les investisseurs, Microsoft verrouille ses revenus d'intégration jusqu'en 2030 et OpenAI sacrifie son idéalisme originel sur l'autel de la clarté comptable. Et cette recherche obsessionnelle du retour sur investissement, du OI, ça nous amène à une réalité qui frappe en fait l'ensemble du monde professionnel. Oui, parce que ces 600 milliards brûlés dans les serveurs, c'est le reflet d'une crise globale. La puissance brute augmente, mais intégrer cette IA à l'échelle de l'entreprise sans se ruiner, c'est une autre histoire. Et c'est là que ça devient crucial. Quand les entreprises brûlent des milliards en puissance de calcul sans atteindre leurs objectifs de rentabilité, déployer l'IA efficacement n'est plus seulement une question de modèle, c'est une question d'infrastructure de gestion. Nous tenons à remercier notre sponsor, EAIA, d'avoir rendu cette analyse possible. EAIA fournit la plateforme de gestion de l'IA de niveau entreprise dont les organisations ont réellement besoin pour transformer la puissance de calcul brute en une automatisation des flux de travail mesurable. Le lien se trouve dans la description. Et cette pression pour transformer le calcul brut en argent réel, elle ne touche pas que les labos comme OpenAI. L'ancienne garde, les piliers historiques, ils subissent la même pression face à la stagnation du marché. Ah oui, l'ancienne garde. Regardons Apple, par exemple. Le marché des smartphones stagne complètement. La croissance est plate. Alors, c'est quoi la stratégie macroéconomique quand on ne peut plus vendre à de nouveaux utilisateurs? On presse le citron, on extrait plus de revenus de ceux qui sont déjà là. Exactement. Et ça passe par la création de ce fameux niveau ultra chez Apple, prévu jusqu'en 2027. On parle d'un iPhone pliable, d'un MacBook OLED tactile. L'idée, c'est surtout pas de démocratiser la technologie. Ah non, pas du tout. La stratégie, c'est de coller des étiquettes de prix stratosphériques bien au-dessus de la gamme Pro pour cibler des utilisateurs dont le budget est quasi illimité. Donc, on a d'un côté Apple qui extrait du cash avec du luxe, et de l'autre, on a Google. Et chez Google, la pression financière crée une véritable fracture interne. Une mutinerie même. Les documents montrent qu'environ 600 employés ont signé une lettre ouverte contre le PDG, Sundar Pichai, 600 employés en col blanc qui se révoltent contre quoi exactement? contre l'accord pour déployer l'IA Gemini au Pentagone, dans des environnements militaires classifiés. Et c'est fascinant parce que, factuellement, en 2018, ces mêmes employés avaient réussi à imposer à Google des principes interdisant la conception d'IA pour l'armement. Oui, mais le contexte concurrentiel a changé. La défense américaine a besoin de ces systèmes. Anthropic a été qualifié de risque pour la chaîne d'approvisionnement, parce qu'il refusait les usages militaires sans restriction. Et OpenAI, eux, ont discrètement modifié leurs règles, non? Voilà, ils ont retiré l'interdiction stricte de collaborer avec l'armée, tout en gardant des règles contre la surveillance de masse. Donc face à ça, Google cède à la pression des contrats gouvernementaux et les employés ont peur que l'éthique passe à la trappe. On a donc ces travailleurs chez Google qui deviennent, d'une certaine manière, la conscience morale de leur entreprise. Mais est-ce que cette mutinerie de 600 employés a la moindre chance face à des contrats massifs? C'est très peu probable, surtout avec la nouvelle directive européenne. Le Digital Markets Act, cet été? C'est ça. L'UE va forcer Google à ouvrir Android aux IA rivales. Donc Google perd son monopole de distribution sur ses propres appareils. Quand la pression financière s'intensifie à ce point, l'histoire nous montre que la rentabilité écrase toujours les mutineries internes. La quête de puissance à tout prix. Ce qui nous amène à une rupture technologique majeure. Parce que jusqu'à présent, pour avoir cette puissance, il fallait nourrir les modèles avec des données humaines. Et on arrive à un mur physique. Les modèles ont aspiré tout ce que l'humanité a pu écrire ou coder. Il n'y a presque plus rien de nouveau à ingurgiter. Sauf qu'une toute nouvelle voie vient de s'ouvrir pour contourner ce mur financier et physique. J'ai vu passer les chiffres, c'est le nouveau labo de David Silver à Londres. Ineffable intelligence. L'ancien créateur d'AlphaGo, oui, ils viennent de lever 1,1 milliard de dollars pour une valorisation à plus de 5,1 milliards. C'est massif. Et techniquement, ils font quoi de différent? Ils contournent totalement nos données. Silver qualifie les données humaines d'énergie fossile, quelque chose de fini et d'imparfait. Et c'est quoi l'énergie renouvelable alors? L'apprentissage par renforcement. Au lieu de lire des textes écrits par des humains, la machine apprend par l'expérience, dans des simulations. Elle teste des milliards de combinaisons logiques par elle-même pour atteindre une super intelligence. Mais attends, si les données humaines deviennent obsolètes, est-ce que cette énergie verte, entre guillemets, ne risque pas de créer une entité complètement extraterrestre? Comment ça?
Je veux dire, une intelligence purement mathématique qui n'aura littéralement jamais été nourrie par nos valeurs morales, nos lois ou même nos mutineries humaines, comme chez Google. C'est le grand paradoxe. On crée un système hyper rationnel, mais totalement déconnecté de l'expérience humaine. Il optimisera des variables sans aucun filtre culturel ou éthique. Et ça, c'est terrifiant quand on y pense. Surtout quand cette logique froide s'apprête à juger physiquement nos comportements quotidiens. Tu penses à l'automobile ? Exactement. Parlons de cette panique virale sur les réseaux. La rumeur dit qu'une surveillance stricte et généralisée sera obligatoire dans toutes les voitures neuves d'ici 2027. Alors clarifions la réalité légale tout de suite. Il existe bien une loi bipartite de 2024 aux États-Unis. Elle exige que la NHTSA, l'Agence de sécurité routière, impose une technologie passive pour prévenir la conduite en état d'ivresse. Le but est de sauver des vies, c'est indéniable. Mais 2027, 2027 est un mythe. Le mandat précise que ça ne sera actif que lorsque la technologie sera prête. Et factuellement, elle ne l'est pas du tout. Bien sûr qu'elle ne l'est pas. Quand on regarde les mathématiques et la logistique derrière, c'est juste écrasant. C'est un cauchemar d'ingénierie. On parle de capteurs d'haleine, de caméras infrarouges, de scanners d'empreintes. Et il y a près de 250 milliards de trajets en voiture par an aux États-Unis. 250 milliards. Appliquons la logique algorithmique là-dessus, même si on a un système miracle précis à 99,9%. Un taux d'erreur de seulement 0,1%. Voilà. Eh bien, 0,1% sur 250 milliards de trajets, ça fait des dizaines de millions de faux positifs par an. Plus de 250 millions, oui. Ça bloquerait des conducteurs parfaitement sobres tous les jours. Imaginez une précision de 99,9%, c'est formidable, sur le papier. Jusqu'au jour où quelqu'un essaie d'échapper à une catastrophe naturelle, genre une alerte ou tsunami, et que sa voiture refuse de démarrer. Parce que le capteur confond le parfum ou le gel hydroalcoolique du conducteur avec de l'alcool. Exactement. Ne sommes-nous pas en train d'échanger des tragédies bien réelles contre une infrastructure de contrôle digne de Big Brother ? C'est précisément l'argument de l'opposition libertarienne aujourd'hui. Ils craignent la mise en place d'un kill switch. L'idée qu'installer la capacité matérielle de bloquer un véhicule, c'est ouvrir la porte à un contrôle externe total, gouvernemental ou corporatif. Et c'est marrant, façon de parler, parce que ça résume bien notre analyse du jour. Oui, si on fait la synthèse de cette journée du 28 avril, la réalité est terriblement cynique. Derrière les beaux discours, c'est ça ? Derrière les manifestes sur la démocratisation d'OpenAI, derrière les promesses de sécurité routière, ce sont les milliards de dollars, les valorisations en bourse et les limites mathématiques qui dictent réellement l'avenir. Ce qui me pose à une dernière question, une pensée provocatrice pour notre audience, à garder en tête jusqu'à notre prochaine analyse. Je t'écoute. On voit de nouveaux modèles qui mémorisent nos flux de travail pour paraître humains. Et en parallèle, des labos comme Ineffable Intelligence construisent des IA qui n'ont même plus besoin d'apprendre de nous. L'émancipation des données humaines, oui. Alors la vraie question, c'est est-ce que ces futures intelligences artificielles auront seulement besoin des accords cloud de Microsoft ou des plateformes ultra d'Apple pour exister ? Ou est-ce qu'elles finiront, par pure logique mathématique, par s'émanciper totalement de cette ancienne garde, pour financer et gérer leur propre infrastructure physique. C'est une perspective qui donne le vertige. Une question à garder en tête absolument jusqu'à notre prochaine exploration.